justice, de la même manière que les instruments de modernisation que nous mettrons en place permettront naturellement qu'on purge et qu'enfin les Sénégalais commencent à développer le rapport de confiance que nous voulons installer, parce que nous avons dit que nous avons basé notre programme sur la confiance. L'instrument confiance n'est possible que si les uns et les autres jouent leur rôle comme il le faut. Sortons ceux qui ne sont pas dedans du système, mettons les uns et les autres en face de leurs responsabilités, donnons-aux les instruments de pouvoir travailler et de pouvoir performer. En contrepartie, nous les évaluerons objectivement et les autres pourront se sentir soulagés et auront confiance pour que les conflits ne se règlent pas dans la rue, mais qu'ils se règlent dans les tribunaux. Donc, de la même manière, tu en as parlé tout à l'heure, bon, c'est Sana, donc on se tutoie. Quelle est la place du président de la République? Parce que justement, aujourd'hui, ce que je dis encore une fois, la première nourriture du Sénégalais, c'est la quête de confiance et la quête de liberté. Et aujourd'hui, l'implication d'un président de la République dans un appareil politique pose problème. Et résolument, d'ailleurs, après la sortie du livre et mon voyage sur Kolda, la prochaine étape, c'est les 100 mesures que nous allons proposer aux Sénégalais. Donc, dedans, nous avons dit qu'il doit y avoir de façon expresse une incompatibilité entre la fonction de président de la République et de président de parti. De la même manière, nous prônons que certains postes stratégiques de l'administration sénégalaise échappent aux acteurs politiques. Il faut qu'on accepte que pour ces postes-là, on crée des instruments de compétition pour que tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora puissent conquérir les postes stratégiques de notre pays, mais que résolument ceux qui les occupent n'occuperont jamais de fonction politique, à défaut on les démet. Parce que sinon ils vont se soumettre au dictat des militaires. Donc rassurez-vous, nous avons dépassé même le cadre du président de la République. Nous pensons qu'il y a beaucoup de postes stratégiques de notre pays qui doivent échapper aux acteurs politiques. Parce que si les acteurs politiques sont dedans, il y a un défi qui nous attend dans les prochaines années. C'est la sauvegarde de ce que nous appelons nos actifs stratégiques. Nos actifs stratégiques, c'est cela dans le jargon qu'on appellera nos bijoux de famille. Et nos bijoux de famille doivent être protégés. Comment pouvez-vous comprendre que nous ayons un potentiel énorme pour le zircon, pour le pétrole, pour le gaz, pour l'or, pour énormément de ressources, et que même aujourd'hui, notre Sénégal puisse être aliéné sur certains sujets? L'actualité a été que le Kenya, le port du Kenya, qui est l'un des plus performants d'Afrique, parce que gagé dans le cadre de recherche de financement, ce port-là a failli échapper à l'autorité de la République kenyane au profit des prêteurs chinois. Donc, les défis sont là. Si vous mettez la politique au cœur de l'administration de certains secteurs stratégiques, vous mettez en danger l'avenir de notre pays. Et c'est pourquoi aussi, nous devons engager des réflexions. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, tu comprends avec moi qu'il y a d'autres défis qui nous attendent et dont on doit parler. La protection de nos actifs stratégiques. Il est temps qu'on refuse d'aliéner dans certaines conditions ce qui nous appartient sans qu'on ne sache ce que nous devons en faire, et pour nous-mêmes et pour les enfants du Sénégal à venir. Comment nous pouvons aliéner nos océans? Ça m'amène à ta question, mon très cher ami, sur la pêche. Oui, la pêche. Voilà un secteur qui était vivace. Je me rappelle avant que les deux jumelles là ne naissent, nous quittions le marché Angle-Mousse, n'est-ce pas, Mas? HLM Angle-Mousse, nous courions au TFS de Anne, parce qu'on n'avait pas les moyens de nourrir nos épouses. Et nous aidions les pêcheurs à décharger, et après on nous payait par des poissons qu'on attachait sur nos ceintures. On courait de Anne plage plutôt, à Angle-Mousse. Après on a mangé une partie, on vendait l'autre. Mais aujourd'hui, quel est le jeune Sénégalais qui peut survivre par ce mécanisme? Parce qu'il n'y a plus de poissons. Et pourquoi il n'y a pas de poissons? Parce qu'il y a la première cause, comme vous l'avez dit, c'est les plateformes pétrolières et gazières. Mais il faut s'adapter. Nous savons que maintenant, jusqu'à presque la partie qui est aliénée du fait des accords de pêche internationaux et des licences de pêche que nous accordons aux pêcheurs industriels, cette partie-là ne peut plus avoir de poissons parce que les vibrations des plateformes empêchent les poissons de venir. Nos pêcheurs n'ont pas les moyens d'aller au-delà, quand bien même ils y vont, mais ils ont une difficulté parce qu'ils font face maintenant aux navires marchands. Et ces navires-là ont des filets qui peuvent aliéner tous les poissons que nous avons.
Mais vous en donnez au moins 130, n'est-ce pas, par année, en licence de pêche dans notre pays. Qu'est-ce qui empêche l'État du Sénégal d'accompagner nos points de pêche? C'est-à-dire, tu es d'accord avec moi, puisque tu es mort, qu'entre Guet-Ndar et Kafountine, il n'y a pas plus de 30 points de pêche dans mon pays. J'aurais compté Guet-Ndar, j'aurais compté Kafountine, j'aurais compté Joal, j'aurais compté Kayar, j'aurais compté chez moi à Yoff, Ngor, n'est-ce pas? Et vous verrez qu'il n'y a pas plus de 30 points de pêche. Mais donnons aux pêcheurs artisanaux les mécanismes pour qu'ils puissent avoir des licences de pêche industrielle. Accompagnons-les, parce que la plupart de ces gens qu'on appelle pêcheurs artisanaux, on leur a donné des licences. Mais en réalité, ils ne sont pas propriétaires des bateaux, ils ne sont pas propriétaires des outils de financement. Pourquoi l'État du Sénégal ne donne pas des licences à nos pêcheurs artisanaux et les accompagne justement à pouvoir disposer des bateaux? Regardez la plupart des bateaux que vous verrez. Leur immatriculation se fait au Libéria ou en Grèce. C'est vous dire qu'ils ne sont pas propriétaires des bateaux. Donc accompagnons nos pêcheurs artisanaux à se moderniser. Et en ce moment-là, la contrepartie que nous leur demanderons, et c'est pourquoi je dis, je ne refuse des approches sur les femmes, etc. etc. Mais la contrepartie, c'est quoi, Khadim? C'est qu'on pourra dire aux jeunes pêcheurs, les métiers connexes à la pêche, il faut qu'on puisse résolument les développer. Parce que la pisciculture, parce que la production d'instruments de pêche, tu sais très bien que peut-être même nos émotions ne les faisons pas ici. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir faire cette promotion-là au niveau de la jeunesse de notre pays? Et les jeunes pêcheurs n'iront plus en mer parce qu'ils auront des rentes pour pouvoir s'en sortir. C'est là qu'il y a le débat. C'est qu'on ne peut pas se développer si on ne prend pas en compte son propre potentiel. Là où il y a le désert, on ne reboise pas, mes gars. C'est là où il y a un peu d'arbres qui disparaissent qu'on reboise. Donc nous, il y a le def du may. Nous faisons le nous y a le may. Nous y l'ennemi. Et c'est pourquoi il y a une désarticulation entre les politiques publiques qui sont définies et les potentiels et les besoins réels des Sénégalais. Et c'est là que la question doit être posée. Donc, puisque j'avais commencé avec Babacar, je finis, mon cher ami, sur ça, parce qu'après je vais revenir sur les autres. Tu en as parlé? Tu en as parlé sur la réforme foncière. Je ne peux pas parler d'une problématique sans voir, moi, je dis, parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Moi, ma perception, en fait, peut-être qu'il y en a qui vont m'en vouloir et qui ne vont jamais me soutenir, mais je leur donne ce droit-là. Mais moi, la jeunesse du Sénégal est l'alpha et l'oméga de tout ce que je fais en termes de perspective politique. Donc, si je parle de réforme foncière, je dois voir l'incidence sur les jeunes du Sénégal. Et j'ai vu des jeunes du Sénégal vouloir pratiquer l'agriculture et ne pas disposer de terre. Et pour moi, il faut résolument une réforme qui permette à un jeune Sénégalais qui est dans un village de pouvoir au moins disposer d'une assiette qui lui est propre, à charge pour l'État, d'immatriculer, de ne pas accepter son aliénation tout de suite, certes, d'accord? Mais au moins lui donner les préalables qu'il faut, c'est-à-dire l'eau. Parce que les bourgeois qui sont dans les environs de Dakar savent que nos jeunes vont dans leurs champs pour leur dire mais les bay, su ma bayee ben hectare ñu séddoo li nga xam ne moom lañ ci yàlla may ku nekk am ci moitié et c'est pas normal. Donnons. Donc moi quand je parlerai de réforme foncière, je ne m'intéresserai pas à la sécurité juridique. Ce qui m'intéressera, c'est davantage faire du foncier un bien économique afin que l'agriculteur jeune puisse en jouir. Enfin, je ne sais pas si vous remarquez dans nos foyers, il y a beaucoup d'élevage ou d'agriculture urbaine et périurbaine. Suñu gars yu bari ci seen terrasse dañuy yar ay xar. Voilà. Maintenant, c'est un instrument économique. Créons ce levier-là. Prenons ça comme un potentiel. Faisons de sorte que, justement dans ce secteur-là, l'agriculture, l'élevage urbain et périurbain aient des espaces d'expression. Si vous voulez régler le déficit en moutons, celui qui élève les moutons de race, si vous lui donnez des opportunités pour pouvoir élever à côté d'autres moutons, nous réglerons la question du déficit de moutons pendant des événements aussi stratégiques que la Korité ou la Tabaski. Donc c'est une vision d'ensemble. La réforme foncière que je prône naturellement est une réforme qui me permet, justement, et c'est le sujet-là qui te passionne, qui me passionne davantage que la plupart des sujets dont j'ai parlé, c'est les territoires. Parce que la cohérence d'une approche de développement part des territoires. S'il y a autre chose, dites-le-moi. C'est parce que ce sont les territoires qui doivent avoir des espaces d'attractivité.
C'est les espaces d'attractivité-là qui nous permettent d'impulser une approche de développement harmonieuse et qui créera des séquences, des grappes de croissance entre les territoires éloignés et ceux qui vont être leur centre de polarisation, et plutôt entre ces centres-là et les centres plus importants jusqu'à arriver à la capitale. Je m'excuse auprès de mon ami Maguette Sen, qui est le directeur général du CROUS, du COUD plutôt. J'aime beaucoup prendre un exemple, cette commune-là. Parce que pour ceux qui vont à Saly les week-ends, vous verrez que les jeunes de Malicounda sont sur la route le soir, même à minuit, 1h du matin. Ils sont là. Et c'est une commune à enjeu foncier énorme. Pourquoi on ne crée pas un espace d'attractivité pour les jeunes dans ces communes-là? Pour que et il y a l'espace pour pouvoir créer des pôles d'attractivité dans les terroirs. Parce que si vous voulez, moi là où j'habite, la vie s'arrête après Timis. Ah ouais, s'il n'y a pas d'activité pour les égayer, ceux qui sont dans les villages vont essayer d'abord de venir dans les capitales départementales et régionales. Après, pour Néré, tout le Dakar, et il y aura un engorgement. Mais créons les pôles d'attractivité dans les terroirs. Parce que ce sont les territoires qui sont la matière fondamentale pour impulser une vraie approche de développement. Parce que dedans, vous avez un cadre économique harmonisé. Avec tout ce qui est aujourd'hui, nous, notre obsession, parce que notre outil, c'est pourquoi je dis c'est une vision globale. Notre outil fondamental, le premier levier sur lequel nous voulons nous appuyer, c'est notre force, c'est l'artisanat de notre pays. Pourquoi l'artisanat? Parce que, dites-moi un pays, dites-moi, pour les scientifiques surtout, qui connaît plus d'employeurs que dans ces secteurs-là. Les premiers employeurs d'un pays, ce sont ces artisans. Ils sont boulangers, ils sont électriciens, ils sont mécaniciens, ils sont cordonniers, ils sont dans tous ces métiers-là. Mais ce qui se passe, c'est que mes amis qui sont dans le BTP vont aller acheter des portes en Turquie. Pas parce que les menuisiers sénégalais ne savent pas faire les portes, mais ils ne peuvent pas en faire en quantité. En réalité, c'est ça le problème. Nous avons tous cette tendance à vouloir, excusez-moi, les bijoutiers sénégalais savent que je dis vrai quand je dis que pour certains types de bijoux, ils sont obligés d'aller faire les travaux de finalisation à Dubaï ou ailleurs. Et donnons-leur les instruments ici. Et puis ça ne coûte pas cher, hein? Parce que une usine de menuiserie là, ça ne coûte pas 10 milliards. Et dans mon pays, je n'ai pas 10 espaces de production de bois en dehors de la région qui est mienne, qui est Kolda. Vous en aurez à Sédiou, vous en aurez à Ziguinchor, vous en aurez à Tambacounda, vous en aurez à Kédougou. Et une concentration de menuisiers modernes à Dakar. Donc vous avez 7 points de menuiserie. Donc 70 milliards, vous les mettez dans ce secteur, vous leur donnez le transfert de technologie nécessaire. Les menuisiers sénégalais vont créer des emplois dans ce pays-là. Et c'est comme ça, justement, qu'on va sortir notre pays de cette situation qui est complexe. Khadim, tu voulais que je vende du rêve aux jeunes Sénégalais. Moi, je ne peux pas vendre du rêve à un jeune Sénégalais qui ne sait pas d'abord quelle est la configuration de la jeunesse de mon pays. Parce que nos jeunes ne sont pas qu'à l'école. Quand on conçoit pour nos jeunes, on pense aux bacheliers. On pense à ceux qui sont partis à l'université. C'est vrai, c'est un calvaire que vivent nos jeunes diplômés. Ils sont chômeurs pour la plupart. Nous en avons parlé. Et c'est pourquoi la pertinence de la langue, tout à l'heure quand vous en parliez, elle est là. Moi, je n'utilise pas la langue comme un instrument de valorisation de ma propre personne. Je ne suis pas dans un combat d'affirmation. Parce que je n'ai le complexe de personne. Man tiituma tubaab, tiituma keneen. Dama gëm ni doomu Sénégal la. Te dama gëm suma bopp. Et mon cher, tu sais, quand tu vas dans ces rencontres-là, moi ce que je n'aime pas le plus, c'est leur condescendance. Ça va, dans une réunion internationale, les experts se prononcent, et eux, ils vont venir te dire, tu as été dans quelle université européenne? Mais non, je suis parti de Kolda, j'étais à Sanar. Non, après l'université, tu n'es pas venu en France ou en Angleterre? Je dis non. Et pourquoi on ne peut pas étudier ici, être brillant ici? Donc je sais pas, vous
savez, nous sommes de cette génération-là qui est décomplexée. Et nous devons décomplexer les jeunes du Sénégal. Leur faire croire que les autres ne sont pas meilleurs que nous. L'autre, c'est une production intellectuelle. Il ne faut pas avoir la paresse de produire, de parler. Quand je parlais des jeunes du Sénégal le 31 décembre 2020, quand bien même j'étais dans le parti au pouvoir, ceux qui savent lire entre les lignes savaient que je savais que les jeunes du Sénégal allaient nous agresser. Parce que dans ce texte-là, je vous invite à le relire. J'ai dit attention, parce que pendant ce contexte de Covid, parce que ils ont étouffé, ils nous ont agressés. Parce que je l'avais dit, donnons-leur un cap, qu'ils aient un espoir, qu'ils sachent à quelle sauce, ils vont être bouffés. C'est important qu'ils le sachent. Il faut que le jeune pêcheur sénégalais sache qu'il est possible pour lui d'être là et de performer. S'il ne le sait pas, il n'avance pas. Et je pense que ce que j'ai dit dans la pêche permettra à un jeune Sénégalais qui est dans le secteur de la pêche de pouvoir y croire et de rester. De la même manière, je dis, trouvons par la langue, justement, les mécanismes d'en faire des biens économiques. Ce n'est pas une question de complexe que nous enlevons. Outre le fait que, justement, nous créons une égalité entre les enfants du Sénégal à l'école. Non, ça. Outre le fait que nous créons une égalité entre les enfants à l'école, parce que qui a un papa m'jangana, wala yaya, ak ki nga xam ne waajuram jàngul, bu ñuy réviser ngoon xam ngeen ni ki ay waajuram jàng école mooy tane keneen ki. Et c'est un des facteurs d'ailleurs d'échec des élèves du Sénégal. Donc quand on prend les langues et qu'on introduit ces langues-là dès l'école primaire, nous créons déjà un instrument de justice. Et moi, j'y réfléchis plus loin. Je vends mon rêve aux jeunes du Sénégal. D'accord? Ce que je dis, c'est que j'aurais créé une passerelle. Parce que quand j'introduis les langues dans le système de codification et d'enseignement de mon pays, je permets aux maîtres mécaniciens de créer une passerelle de diplomation. Parce que vous tous, vous savez que les mécaniciens sénégalais, vous êtes partis le fréquenter juste sur la base d'une présomption. Vous n'avez jamais demandé aux mécaniciens sénégalais son diplôme. Vous y allez, quand il est bon, vous le gardez. Donc, et vous acceptez, vous, État du Sénégal, que ces mécaniciens forment des enfants du Sénégal, qu'on appelle apprentis. Mais ces apprentis-là, ils doivent être diplômés. Si le maître mécanicien est un Saraholais, il créera son diplôme en Saraholais. S'il est Wolof, il le fera en Wolof. S'il est Peul comme moi, il le fera en Poulard. Et c'est la pertinence, justement, de la passerelle de la langue dans l'introduction de la formalisation de l'économie dans ces secteurs qui sont producteurs et qui sont lourds, qui ont un très fort potentiel, mais que nous n'utilisons pas. La contrepartie sera quoi? Justement, quand vous lui donnez les instruments de modernisation, à ce moment-là, vous pouvez lui exiger, parce que vous l'avez presque payé, vous lui donnez un mécanisme pour justement que lui aussi puisse grandir. Quand il grandira, il crée des emplois. Les jeunes Sénégalais qui seront issus de ces métiers artisanaux, les mécaniciens, les électriciens, combien de besoins de recrutement il y a dans ces secteurs, dans les entreprises formelles et dans l'État et les collectivités territoriales, c'est énorme. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Massène Gueye, il y a une fatigue, il y a une bord. Massène Gueye, Hassan Gassama, Ami Gassama, les Sohou bébé, mais ce qui se passe, c'est qu'un Massène Gueye va avoir un INEA. On dit entreprise sénégalaise d'électricité. Mon Massène Khamoul d'arrêt d'électricité. Moudem, dans une mairie ou dans un démembrement de l'État, nous avons marché. Il va prendre les gosses du Sénégal. Il va les faire travailler. Mais il ne les payera pas à leur juste valeur. C'est lui qui encaisse. Nos jeunes restent dans le circuit de la survie. Et c'est pourquoi ils sont désespérés. C'est que partout où ils sont, partout où ils ont un potentiel, malheureusement, on ne leur donne pas les moyens de s'exprimer comme il faut. Et c'est là qu'il y a le problème. Et c'est pourquoi ils sont dans ce désamour profond entre eux et nous. Et nous avons les moyens de créer un lien nouveau avec eux. Parce que ce qu'ils veulent, c'est travailler. Nyan yombul, gorbugul nyan. Boy, notre pays a besoin de grandeur. Mais la grandeur de notre pays passe par un espoir qu'on inculque au niveau de nos jeunes. Comment voulez-vous qu'on développe notre pays si on ne crée pas ça? Je ne peux pas tout dire parce que les gars ils commencent à être chiffres, mais tu comprends que le rêve que je veux vendre
Mais c'est ça. Le rêve que je veux vendre, c'est ça. Mon rêve de grandeur, c'est de dire je connais mon pays. Je connais mon pays. Mon pays a une désarticulation dans l'offre de l'enseignement supérieur, je l'ai dit, et heureusement que M. le Président de la République l'a répété, qu'on arrête d'envoyer nos cohortes de jeunes dans ces filières littéraires. On est en train de créer des chômeurs en quantité tous les jours. Adaptons notre enseignement supérieur à ce que nous avons comme potentiel sur les industries minières, sur l'extraction, sur le pétrole, sur le gaz. Anticipons, la Mauritanie est en train d'anticiper sur le gaz, tu le sais? N'est-ce pas? La Mauritanie est en train d'anticiper sur le gaz. Nous, on va être des rentiers du gaz. Et c'est dommage. Et vous voulez réduire la facture énergétique, c'est impossible. La Mauritanie, au moment où on parle, est en train de trouver des mécanismes pour que dans son pays, dans nos ménages, arrive le gaz qui est produit et qui appartient au Sénégal et à la Mauritanie. Est-ce que nous, dans notre pays, nous avons mis en place des mécanismes pour que le gaz là arrive aux ménages à Pikine, à Khourounar, à Tivaouane-Peulh, à Thiès, à Khounoun, à Kolda, à Ziguinchor, à Kédougou ou ailleurs au Sénégal. Voilà pourquoi on n'anticipe pas. Et c'est pourquoi la prospective est bonne. Quand on part, on regarde où est notre pays aujourd'hui, ce qu'il a comme potentiel et ce qu'on doit en faire dans 10, 15 ou 20 ans. Malheureusement, nous gérons au jour le jour. Et c'est dommage pour cette nouvelle génération. Et c'est pourquoi cette quête de changement doit être une affaire qui appartient à chacun d'entre vous. Écoutez les hommes politiques, une campagne électorale, une pré-campagne et une campagne. Mais pendant cette période-là, parlons du Sénégal. Il est temps qu'on parle du Sénégal. Mais parlons du Sénégal. Ce Sénégal-là, comme je l'ai dit à Suleiman et au Grène, mais ces 5 millions de jeunes Sénégalais qui sont dans les écoles arabes, on les accepte. Notre État ne peut pas légiférer sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce qu'on fait comme mécanisme qui vous mette dans le monde de l'emploi professionnel? Je n'en vois aucun. La modernisation de l'enseignement arabe ne consiste pas à construire des bâtiments. Non. Il faudrait qu'on accepte qu'à Touba, à Tivaouane, à Ndiassane, à Thiénaba, à Kaolack, à comment on dit chez moi, à Médina Gounass, et partout où il y a un foyer religieux au Sénégal, qu'on mette à côté des daras des écoles de formation professionnelle, et que nos jeunes apprenants dans ces daras aient des diplômes, pour que demain, dans la cour de nos khalifs et de nos marabouts, il n'y ait pas que des mendiants. Et c'est ça l'espoir qu'on donne à notre pays. Oui, standing ovation, s'il vous plaît. Merci. C'est clair et limpide. Merci. Je vais... Excusez-moi pour la passion. Moi, je suis un passionné du Sénégal. Je partage cette passion du Sénégal avec un garçon que j'ai fait grandir, c'est vrai, je ne sais pas s'il est toujours là. Et cette passion commune que nous avons pour notre pays nous amène chaque jour à nous poser des questions. Et à être dans cette posture d'humilité qui nous permet de poser les questions qu'il faut. Ibou Thioune, je ne cesserai de te remercier, petit frère. Parce que tu m'as amené, il me connaît, il dit que Mambo Diao n'est bon que quand on le pousse dans ses derniers retranchements. Et c'est vrai, il m'a amené dans mes derniers retranchements et ça a donné ce premier livre. Et j'espère que maintenant, puisque je suis écrivain, et d'ailleurs, les écrivains de Kolda doivent m'intégrer dans leur cercle. Ah, je ne t'avais pas vu. Donc, je fais partie du cercle des écrivains de Kolda, avant de faire partie d'autres choses. Hein? Donc, je vais quand même venir aux 2 dernières interventions, parce que sinon je vais vous prendre toute l'après-midi. Convenez avec moi que sur n'importe lequel de ces sujets-là, on pouvait en parler. Mais il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés par les Sénégalais eux-mêmes. Beaucoup. Sur les questions de distribution de la démocratie, sur nos rapports avec les institutions, sur la politique, il y a une matière première fondamentale qui ne m'appartient pas parce que je n'étais pas acteur politique à ce moment-là. Mais si nous nous inspirons des conclusions du peuple des assises, les assises nationales ont donné beaucoup de matières premières. Énormément de matières premières sur des sujets sur lesquels nous pouvons tomber d'accord et sur lesquels tout de suite on peut avoir les instruments qu'il faut. Mais quand même, à ces assises nationales, à ce
à cette matière première, j'ajouterai, moi, le choix résolu que je fais de dire qu'il faut qu'on réforme nos institutions. Parce que notre système est tel qu'à certains niveaux de conflit, nous faisons entrer des acteurs qui ne sont pas étatiques dans la résolution de nos conflits. Et la démocratie doit absorber les instruments qui sont créés. Donc il est temps qu'on réfléchisse sur le tissu démocratique qui doit être mis en place avec les instruments qui vont avec. Maintenant, Mariam, en bonne féministe, tu parles du rôle des femmes. Non, je ne peux pas faire un chapitre sur les femmes. Parce que je ne suis pas là pour vous faire des cadeaux. Non. Je traite la femme comme l'homme. Vous êtes d'égale dignité. Mais pourquoi vous voulez que je conçoive un livre où je mettrai à part un chapitre pour les femmes? Vous pensez qu'elles ont besoin qu'on les aide? Non. Elles sont déjà, elles s'aident elles-mêmes. Ce qu'elles veulent, c'est s'affirmer. Et comment elles s'affirment? Elles s'affirment parmi tous les instruments que nous avons mis en place. Quand vous mettez en place un mécanisme d'accès au foncier, convenez avec moi que les femmes demandent un accès au foncier. Quand vous mettez en place des mécanismes novateurs pour pouvoir justement répondre à cette quête de financement, cette banque des femmes, c'est une réponse. Mais je ne vais pas faire de la politique politicienne en disant que les personnes en situation, excusez-moi, de vulnérabilité, les femmes, les personnes en situation de handicap, etc., doivent avoir un traitement à part. Non, je refuse. Ce qu'ils veulent, c'est s'exprimer. Chacun veut que son talent s'exprime. Pourquoi vous voulez qu'il y ait une approche particulière pour une femme ou pour un handicapé? Non. Ce qu'ils veulent, c'est aller à l'école comme tout le monde. Ce qu'ils veulent, c'est apprendre des métiers comme tout le monde. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des instruments de promotion, de financement, de formation, d'encadrement, etc. Pourquoi vous voulez créer des instruments spécifiques aux femmes? Je refuse ce débat-là. Parce que je ne suis pas dans le macho ou le féminisme. C'est pas pour moi, ce sont encore une fois des trucs qui nous ont été envoyés de l'autre côté. Où maintenant ça fait genre, il faut parler de féminisme. Octobre rose, c'est pour s'occuper des cancers de sein. Ouais, on ne s'occupe des cancers que pour octobre. C'est quoi ça? Refusez ces sujets-là, refusez qu'on vous mette dans un cadre où on dit ceci vous est dédié. Non. Mettez en place des instruments qui sont pour tous les Sénégalais, parce que tous les Sénégalais sont d'égale dignité. Tu m'as parlé de sport. Non. Quand j'écrivais le livre, mes jeunes étaient en train de se tuer ici, sur les routes. Nous avons dit rien, dit d'or ça, parce que moi ça m'a choqué. Que je vois un jeune Sénégalais prendre une pierre et la jeter sur un policier ce jour-là, j'ai dit, nous avons atteint le fond. Attention, nous avons atteint le fond. Voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'écrivais le livre. Et tu veux que je leur parle de sport? Non. Parce que ça ne les intéresse pas à ce moment-là. Ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de liberté, ils veulent savoir, comme je te dis, où ils veulent aller. Et c'était ça qui a fait que j'ai occulté certains sujets, parce que je considère que je ne vais pas mettre l'accessoire sur le principal. Et le principal, c'est la solution qu'on donne aux Sénégalais où ils sont. On m'a dit qu'il me reste 2 minutes. Donc je suis désolé pour les sujets pour lesquels je n'ai pas pu répondre. Je le ferai après dans un live, ok? Où les jeunes Sénégalais, je serai qu'avec eux. Mais mon mot de la fin, c'est de dire merci à toutes ces personnes qui sont encore là et qui ont pu rester ici, dans cette salle où il fait très chaud, mais qui ont accepté de consommer le débat qu'il y a eu entre ces brillants intellectuels et moi autour du Sénégal qui vient. Je voudrais vous inviter à le lire. Je voudrais que comme ils l'ont fait, que chacun puisse me dire, tu n'as pas parlé de ça, pourquoi? Moi je ne suis pas, comme je l'avais dit une fois, je pense que c'était avec à la 7TV, moi je ne suis pas dans l'autogloriole comme dans la victimisation. Non, j'essaie de forger mon chemin. J'essaie de construire mon destin avec mon peuple. Donc, autant, j'avais dit aux gens, si on me vire de la CDC, de moi joy, chômeur là, mais j'ai des livres, comme ça, on tout khalis. Mais, autant, donc je n'ai pas voulu me victimiser pour ça, autant je n'ai pas cherché à avoir une gloire dans la création du syndicat des agents des impôts et des impôts. Pourquoi? Parce que les agents des impôts savent qui je suis pour eux. Ils savent que s'il y a une personne, s'il faut mettre une autre, je suis parmi les 2 personnes qui ont créé ce syndicat et qui l'ont porté jusque là où il est. Mais ce n'est pas la peine de m'en glorifier. Peut-être que j'expliquerai, parce que justement le militantisme syndical à l'école, à l'université, permet quand même aux jeunes de se former. Vous êtes étudiant, vous allez rencontrer le ministre de l'enseignement supérieur.
Donc il faut apprendre à être dans une réunion, il faut apprendre à tenir une réunion. Et ça fait grandir. Quand je parlerai du militantisme syndical, j'en parlerai justement du point de vue de la bonification pour la personne que je suis devenue. Mais encore une fois, je ne suis pas parfait. Quand on écrit, on se dévoile pour partie. J'espère que j'ai pu me dévoiler pour une partie. Et pour l'autre, je vais vous rendre assez curieux quand vous aurez acheté ces livres-là, pour que vous me disiez, va te poser sur une table avec Ibou Thioune et sortez-nous le tome 2. Je vous remercie de votre attention. Nous allons s'il vous plaît. Nous allons